Je suis Alain Boisvert et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Mon nom est Alain Boisvert. Mon groupe et moi sommes avant tout des passionnés de vieilles voitures, des bons amis. Nous organisons des sorties, des rencontres et des soupers afin de fraterniser. Au Québec, il existe une route mythique, le chemin du Roi, que nous voulons vous faire découvrir au volant de nos voitures des années 50 et 60. Cette route est facilement accessible et de toute beauté. En plus, c'est chez nous. Nous allons vous faire découvrir ses attraits et faire confortablement quelques kilomètres ensemble. Le chemin du Roi est une route touristique du Québec. Elle traverse les régions de la capitale nationale, de la Mauricie et de la Naudière. Elle longe la rive nord du fleuve Saint-Laurent entre Québec et Montréal. Le chemin du Roi fut la première route carrossable construite pour relier les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Sa construction commença en 1706. Les travaux se sont poursuivis pendant près de 30 ans et l'inauguration eut lieu le 5 août 1734. La nouvelle voie traverse 37 seigneuries. Cette nouvelle route mesurait 300 km de long et 7,3 mètres de large. Elle assurait désormais une communication régulière entre les deux plus grandes villes de la Nouvelle-France. Le long du chemin se trouvaient 26 relais et 16 passages de rivières. Une réglementation limitait la vitesse des chevaux à 10 km à l'heure. À cheval, le trajet Québec-Montréal durait de 4 à 6 jours selon les conditions. Je suis propriétaire de mon auto depuis 10 ans et je l'ai acheté pour souligner ma retraite. C'est une Chevrolet modèle 210 de l'année 1956. Cette année-là, ils en ont produit 283 125 unités, comme celle-ci, 4 portes, et le prix de vente, à l'époque, était de 2 054 $. Le moteur était un V8 de 265 pouces cubes. Mon véhicule a été fabriqué à Baltimore, au Maryland. C'est un véhicule confortable, puissant et très agréable à conduire. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre nos amis pour rouler sur le chemin du Roi, visiter ses attraits et faire des découvertes.
Verchères, elle est née à Verchères, d'où son nom, mais elle n'a pas passé la majorité de sa vie à Verchères. Elle a passé la majorité de sa vie ici à Sainte-Anne, sur le domaine seigneurial. Donc, elle est arrivée ici en 1706, mariée à Pierre-Thomas Tarieux, dit Lanouguère, qui était le seigneur de Sainte-Anne. Donc, elle s'est mariée à 28 ans, ce qui était très tardif, mais c'est qu'elle avait pris soin de sa mère à Verchères jusqu'à sa mort. Donc, c'est pour ça qu'elle est arrivée ici tardivement. Donc, les gens ont tendance à penser qu'elle a passé sa vie à Verchères, mais c'est faux. Elle a passé la majorité de sa vie ici à Sainte-Anne. Donc, Madeleine de Verchères, c'était une femme qui était très courageuse, connue pour ses exploits nombreux qu'elle a fait à Verchères et ici à Sainte-Anne. Donc, elle a plusieurs fois sauvé son mari de situations compromettantes avec les Iroquois, qui étaient les ennemis des Français à l'époque. Donc, Madeleine, qui vivait dans un temps très tourmenté de la seigneurie, c'était une période où il y avait beaucoup de conflits entre Iroquois et colons français. Donc, Madeleine, c'est vraiment un personnage haut en couleur pour l'époque. Puis, en général, autour du bâtiment ici qu'on a présentement, ça, c'est la partie qui est plus récente qu'il nous reste, qui a été bâtie bien après que Madeleine ait habité ici sur le domaine, donc à peu près dans les années 1820. Puisque au départ, il y avait une partie qui était juste attenante, en fait. On voit les ruines présentement. Cette partie-là, elle a brûlé en 1927. Mais elle a été bâtie à peu près dans les années 1720. Donc, c'était la partie la plus ancienne qui a brûlé malheureusement à cause d'un feu. On pense que c'était une domestique qui travaillait là, qui a mis un pot plein de braise. Puis, il y avait des grands vents cette soirée-là, donc ça l'a pris dans le toit et ça l'a complètement ravagé. La partie qui est juste ici, il nous reste seulement la partie la plus récente. Donc, c'est ça, 1720 ici, les années 1820. Donc, deux époques vraiment très différentes, puis deux styles aussi qui étaient complètement différents. Donc, cette partie était de style vraiment canadien-français, donc très style normand avec les lucarnes, des choses comme ça. Tandis qu'ici, on voit que c'est pas du tout le même style, c'est de style anglais. Donc, c'est les propriétaires par la suite, dans les années 1820, qui étaient des Anglais, puis qui ont décidé de rajouter une partie de style anglais pour leur rappeler leur terre natale. Donc, c'est que le domaine, ça a quand même changé. Les premiers bâtiments étaient en bois. Donc, on pense que la première résidence de Madeleine se trouvait de l'autre côté de la rue. Donc, ça a changé un peu. C'est que par la suite, c'est ses enfants qui ont repris la seigneurie après sa mort. Donc, c'est eux qui ont fait construire en 1760 la première maison de pierre en tant que telle, après la mort de Madeleine. Donc, Madeleine n'a jamais résidé dans les bâtiments exactement. Elle avait une maison qui était très possiblement en bois. On n'a plus de fondation de cette résidence-là. Denis, semble-t-il que tu as déjà fait des recherches archéologiques ici. C'est exact, ça? C'est bien exact. En 1972, il y avait un programme avec le gouvernement qui s'appelait Perspective Jeunesse. Puis on a développé ce programme-là. Il y a un groupe d'amis ici de Sainte-Anne. Puis on a monté le projet, puis il a été accepté. Puis il y a des archéologues, des professeurs en archéologie de l'Université de Montréal, je crois, qui sont venus. Un professeur et deux élèves sont venus ici, puis on a fait les fouilles ici. Le projet avait été accepté, tout. Mais c'était pas propre de même, là. Hey, c'était tout... tout le manoir, c'était tout en débraille, puis c'était vraiment pas joli. On a tout fait le ménage, tout entretenu ça. C'est là qu'on a découvert l'étoile, la fameuse étoile en avant, là. On a tout nettoyé ça. Ensuite, on a été chercher des cabanes à pêche pour faire nos bureaux. Puis les logements des gens de Montréal, ils restaient là. Puis je pense que c'était Pepsi ou Coke qui était en avant. Là. Puis c'est là qu'elle allait se débarbouiller, aller aux toilettes. C'était le seul moyen. C'était vraiment spécial. Ensuite, on a commencé à quadriller, faire des fouilles. Là, on a fouillé là, ici à l'intérieur, et là, en arrière. Vous trouvez des choses? Oui, quelques-unes. On a trouvé de la poterie, c'est sûr, ça, de la poterie, des boulets de canon. On a trouvé des balles comme des balles de fusil. On a trouvé différentes choses. Rien de vraiment épouvantable parce que
le manoir était là, c'est comme une résidence privée ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est ça. Après ça, c'est ça. Là. On a monté les cabanes, on a fouillé, on s'est amusé. Une gang de jeunes. Là. Ça a duré combien de temps, ça? Tout l'été. Est-ce que ça a duré juste un été? Un été. Ça a été le début là, de la réorganisation là, du domaine ici, là, probablement. Oui, ça a aidé. La municipalité, elle a pris ça en note ou quoi, je ne sais pas au juste, parce que moi, tous les dessins, moi, je dessinais. J'avais un transit, là, j'ai tout pris les hauteurs, j'ai tout est dessiné, tous des beaux grands plans. J'ai passé l'été à dessiner. Puis tous ces plans-là, je les ai envoyés à la municipalité. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, je ne sais pas s'ils les ont ramenés ici ou quoi que ce soit, mais ça fait partie des archives que en 1972, là, ben, il y a eu des recherches ici. Par après, la municipalité a commencé à faire un peu plus de ménage, à travailler un petit peu le manoir. Puis là, ils ont décidé avec peut-être l'Office du tourisme ou un autre organisme de rénover la bâtisse parce que c'était vraiment dangereux. Là. On ne rentrait pas là-dedans. Là. C'était des planchers, c'était pas sécuritaire trop. C'est sûr qu'on passe pas dans l'histoire. Ils n'en parlent pas qu'en 1972, il y a une quinzaine de jeunes qui sont venus creuser ici méthodiquement. On a eu beaucoup de plaisir, c'était agréable, puis une belle été là, de jeunes, c'était plaisant. La Maison Gouin-Bureau est une maison de pierre d'esprit français d'une grande simplicité. Son toit comporte 2 pignons latéraux avec larmier. La maison a été construite vers 1672. Elle a accueilli les premiers missionnaires et le premier curé, l'abbé Nicolas Deleuze. La maison est devenue par la suite un relais postal, le courrier du roi, et un relais pour les diligences. Alors, ça commençait à mon tout jeune âge. Mon père avait une Chevrolet 57 quand j'étais tout jeune et que je la trouvais tellement belle. Et lors de sa vente, j'ai tellement pleuré. Je me suis dit, un jour, si j'ai la possibilité, je vais m'en trouver une. Et voilà, ça fait déjà 11 ans que j'ai trouvé ma Chevrolet 57. Je l'aime bien. Je fais partie d'un groupe d'auto anciennes. J'adore ça. On est un beau groupe. On peut s'amuser ensemble. Aucune discorde. Alors, quoi demander de plus? Bien entendu qu'elle n'était pas comme elle est présentement. C'est sûr qu'avec toutes les années, on essaie de la rénover peu à peu parce que c'est dispendieux. Mais au bout de quelques années, on voit le résultat. J'ai fait refaire le chrome sur les voitures, ce qui n'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui refont le chrome tel qu'il est. Alors, j'ai décidé de le faire avec la volonté de mon épouse, parce qu'on est deux là-dedans, hein? Et puis, elle a accepté. Je vais dire ancienne, oui, parce que ma première auto que j'ai eue ayant 18 ans, elle n'était pas tellement vieille, elle avait quelques années, hein, mais pour la première vieille auto, c'est la première et sans doute la dernière, parce que je vais la conserver tant et aussi longtemps que je vais avoir du souffle. Bonjour Jean-René. Bonjour Alain. Par cette belle journée, on est content de te rencontrer. Oui. Parce Moi qu'on aussi. voudrait que tu nous parles un peu de ta voiture. Oui. Elle a une histoire particulière, puis c'est ce qu'on voudrait que tu nous racontes. Elle en a toute une. Elle en a toute une. Je connais cette auto-là depuis ma naissance. Elle est arrivée ici à Saint-Onde-la-Pérade 15 ans avant ma naissance. C'est la première auto que mon père a acquérie qu'on a toujours gardée, que la famille a conservée.
Lui, il est attaché à son auto, puis au fil des années, avec un certain âge, il refusait de s'en départir. C'était son premier jouet d'enfant. En 1915, les autos commençaient à arriver au Québec. Elle est originaire de Warwick, de la région de Victoriaville, elle, cette auto-là. Mon père, à 22 ans, il achetait sa première auto, c'était celle-là. On était déjà en 51, c'était déjà une voiture ancienne. Le ratio est un peu comme un jeune aujourd'hui va trouver de 1970. C'est encore possible d'en trouver. Dans ce temps-là, il commençait à avoir des amateurs de voitures anciennes, dans les années 50, pour se retourner vers les pionniers de l'automobile. C'est une pionnière de l'automobile. Lui, là, c'était déjà une voiture un peu ancienne pour cette période-là. C'était pour un groupe de jeunes à aller flirter, à aller veiller le samedi soir en parodie, en humoristique. Il devait être loin de se douter que cette auto-là le suivrait toute sa vie. Bien, le magasin en tant que tel existe depuis 1922. C'était à l'origine un magasin général. Bien, en 1922, c'était un magasin général, mais le bâtiment, la bâtisse existe depuis 1872. À l'origine, le bâtiment servait de manufacture d'allumettes. En 1872, c'est mes ancêtres qui ont parti cette manufacture d'allumettes-là ici. Par la suite, l'allumetterie a été déménagée dans un bâtiment plus vaste. La bâtisse ici a eu différentes modifications jusqu'en 1922, quand mon grand-père l'a transformé en magasin général. Au Paysan là, lui, jusqu'à la fin des années 50. Mon père a pris la relève. Puis moi, à mon tour, j'ai pris la relève à la fin des années 80. Annie, on aimerait ça que tu nous parles un petit peu de ton commerce. Combien ça fait de temps que tu es propriétaire ici? Bien, je te dirais, ça fait 4 ans qu'on a aménagé ici, le 24 juin exactement. Mon chum, il a travaillé ici pendant 1 an intensif. Ça fait 3 ans exactement, le 17 mai, qu'on était ouvert. Fait qu'on entame notre 4e année présentement. Tu dis que vous êtes un gîte. Oui. Combien de chambres que vous avez? J'ai 4 chambres. 4 chambres vraiment avec toutes des thématiques. Toutes des thématiques anciennes. La petite princesse, parce qu'ici, ma maison, c'est Gîte et Café de la Tour. Puis on vend des paninis avec ça. En fait, on a des soupes. À cause du gîte, on a des déjeuners aussi, même pour les passants. On torréfie notre café. On a des beaux sacs de café frais torréfiés. Fait que c'est bien achalandé. Après 3 ans, je vous dirais qu'on commence à avoir une belle, grosse famille qui se réunit autour de notre commerce. Puis on aime bien ça. De forme rectangulaire et allongée, la maison d'Orion a un toit à 2 versants, percé de 4 cheminées. C'est une maison d'inspiration française, construite vers 1719. Bonjour Isabelle. Bonjour, M. Boisvert. Aujourd'hui, on est au centre thématique sur le Poulamont. Oui. Et on aimerait ça que tu nous parles un petit peu de ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce centre. Oui, exactement. Donc, en fait, on est à Sainte-Anne-de-la-Pérade aujourd'hui. Le centre thématique sur le Poulamont, c'est une exposition interactive sur la fameuse pêche aux petits poissons des chenaux qui fait la réputation de notre village. Donc, ici, les gens peuvent avoir une idée de ce qui s'est passé dans le temps, de la découverte du poisson jusqu'à aujourd'hui. Depuis quand ça a été découvert, le poisson des chenaux? Ça a été découvert par erreur, en fait, par hasard, en 1938, dans la rivière Sainte-Anne ici. Donc, c'est un monsieur Mayotte qui était venu découper des blocs de glace, parce que dans ce temps-là, évidemment, les frigos, les congélateurs, c'était pas courant. Donc, il garnissait sa glacière avec des blocs de glace, puis en le soulevant, ils ont vu du poisson passer en dessous. Donc, c'est comme ça que ça a commencé la grande aventure de la pêche. Sainte-Anne-de-la-Pérade est située près de l'embouchure de la rivière Sainte-Anne. Le village se trouve sur le chemin du Roi, la plus vieille route d'Amérique du Nord, route très touristique entre Québec et Montréal. La pièce maîtresse de la municipalité est l'église, une église catholique construite entre 1855 et 1869. Elle s'inspire de l'architecture gothique. Ses plans sont adaptés à partir de la basilique Notre-Dame de Montréal.
Les doubles clochers culminent à 33 mètres. Elle contient une statue de Sainte-Anne réalisée par le Belge Matthias Zen et achetée en 1885. Le premier pont fut construit vers 1839 par la municipalité au même emplacement que le pont actuel. Pendant plus de 150 ans, les déplacements entre les deux rives se faisaient à l'aide de canots, chaloupes ou de barges. Le pont fut reconstruit en fer en 1895. En 1935, de plus en plus d'automobiles circulent sur les routes du Québec et le pont de fer conçu à l'époque des voitures à chevaux est devenu trop étroit. On décide d'en construire un plus moderne. Le jeudi 19 mars 1936 en soirée, c'est la débâcle. Les piliers de bois cèdre et les deux arches du pont s'effondrent dans la rivière avec un bruit d'enfer. L'armée canadienne est appelée sur les lieux afin de construire un pont militaire. Ce pont temporaire permettra une circulation piétonnière et automobile limitée jusqu'à la fin des travaux du nouveau pont. Ce pont est le 4e sur la rivière Sainte-Anne et appartenait à la municipalité. Il a été payant jusqu'en 1940, moment où le gouvernement a racheté tous les ponts de la province. C'est en 1844 que fut construit le premier pont sur la rivière Batiscan. On a dû le fermer à la circulation vers 1885 pour revenir à la précédente façon de traverser, soit en barge. C'est le 24 septembre 1922 qu'a eu lieu l'inauguration du pont actuel. Bonjour Emmanuel, nous sommes aujourd'hui à l'Office des signaux de Batiscan. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'endroit où nous sommes. Bien, on est dans un lieu maritime, en fait, un des derniers qui est possible de visiter sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, à l'époque, là, il y en avait une quinzaine situés à des endroits stratégiques sur le fleuve Saint-Laurent, puis la mission de ces lieux de surveillance maritime-là, c'était de venir répertorier les navires qui passaient sur le fleuve Saint-Laurent et puis d'assurer, dans le fond, un soutien aux navires au besoin. S'il y avait besoin de faire un changement de capitaine, un naufrage ou des choses comme ça. Donc, c'était des situations qui arrivaient fréquemment à l'époque sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, les offices des signaux étaient nécessaires à l'époque. La colonisation proprement dite du territoire de Batiscan débute en 1666. Plus de 30 concessions sont accordées. En 1709, toutes les terres en bordure du fleuve sont occupées. C'est en 1674 que la première église fut terminée. La seconde a été construite vers 1700 et l'église actuelle a été construite de 1864 à 1867. Batiscan est un village accueillant situé en bordure du fleuve Saint-Laurent. Bonjour à tous, bienvenue au vieux presbytère de Batiscan. Vieux presbytère qui est le deuxième en fait presbytère, qui a été construit exactement au même endroit, ici, en 1816, étant donné que le premier, qui datait de la Nouvelle-France, eh bien, était en désuétude totale et était en état de ruine. La paroisse a décidé de reconstruire, donc avec les mêmes matériaux sur les mêmes fondations. Donc, on a agrandi le presbytère, la salle de réunion a été rajoutée. Donc, c'est une salle des habitants, c'est là que tous les gens viennent se rassembler avant la messe pour se réchauffer. Quand même, c'est très froid ici, comme on le sait. Et puis, en même temps, bon bref,
Au début, il y avait la chapelle qui était plus ici, sur le bord du fleuve, donc sur l'île Saint-Éloi, qui était en bois malheureusement, avec la pluie, les inondations et la crue des eaux, le bois pourri. Donc on a reconstruit cette fois-là une église qui était à côté du presbytère, derrière moi, plus grande. Cette fois-là, au lieu d'une chapelle, c'était vraiment une église. Toutefois, avec le 19e siècle, aux alentours de 1850, le bâtiment commence à être trop petit. La paroisse va décider de commencer à essayer de réfléchir à construire une nouvelle église adaptée à la paroisse de Batiscan. On va se rapprocher de la rivière Batiscan au village actuel, ce qui est en fait l'église actuelle. Après plusieurs décisions et ostinades à travers le village, on va choisir le lieu présent. Puis le curé Wenceslas Fréchette, va décider, lui, de financer de sa poche la construction d'un nouveau presbytère à côté de l'église, ce qui est un cadeau qu'il va faire à la municipalité et à toute la paroisse. Les gens vont en être très heureux, ils vont décider de lui faire un cadeau. On va lui offrir le presbytère, ici derrière moi, et l'église à côté. Donc, après la construction, le curé Fréchette est un curé un peu non-orthodoxe. Il va décider de transformer l'église. Il va désacraliser, on va retirer le clocher, on va enlever tous les objets religieux à l'intérieur, puis une terre sacrée, et on va la transformer en usine d'allumettes. L'allumette est quelque chose de très rentable à l'époque, donc il voit une opportunité d'affaires très grande. Toutefois, quelques temps plus tard, même pas une année au complet, va passer, et un incendie va se déclarer dans l'usine. L'église va passer au feu, il va y avoir un mort. J'aimerais ça prendre une photo du groupe, là, qu'on se met sur le perron, là. Ouais, OK. Mettre dans nos archives. Oui, OK. Essayez de coller un petit peu, là. Ah oui. Ben, c'est pas un grand angle. Hey, ah ouais. Bon, un petit peu, là. OK. OK, c'est bon. Hey, ton flash n'a pas marché. Comme on dirait, c'est dans la boîte. Les deux premières églises étaient situées environ à 3 km d'ici, sur le bord du fleuve. Malheureusement ou heureusement, ici vous êtes dans des terrasses sablonneuses, donc il y a eu du ravinement. Et la deuxième église, comme je le disais, a voulu quitter ses paroissiens. Donc actuellement, on la retrouve, mais dans le fleuve, ainsi que le cimetière. En ce qui concerne le cimetière, les gens ont été... il y a eu des translations, là. Tous les gens décédés ont été transférés dans le cimetière actuel en 1808. La troisième église était située à l'entrée du chœur de l'église actuelle et la largeur de la troisième église, la largeur du chœur de l'église actuelle. Alors, vous êtes naturellement dans la quatrième église. Aussi jeune que je me rappelle, j'ai toujours aimé l'automobile. Quand j'étais jeune, à Noël, j'avais des cadeaux, tout ça. Je me rappelle qu'une de mes tantes qui restait à Montréal, je passais une semaine de vacances en été et elle m'amenait chez Eaton m'acheter une Dinky Toys. À chaque année, à chaque été, j'aimais beaucoup ça. Fait que j'ai toujours aimé l'automobile. Quand j'ai grandi, je me suis acheté des belles autos. 3 semaines avant de me marier,
Je voulais une Corvette, puis pour partir en voyage de noces, j'ai été m'acheter une Corvette neuve pour aller en Virginie avec mon épouse. Par la suite, bien, j'ai eu des autos neuves, beaucoup d'autos neuves. Par contre, il y a une vingtaine d'années, j'ai eu un peu la nostalgie des vieilles autos et j'ai commencé à acquérir des vieilles autos. Ça a commencé par un vieux Land Rover qu'on voit comme en Afrique. Après ça a été un vieux pick-up. J'ai aussi acheté le pick-up qui est ici du monsieur qui l'avait acheté neuf. C'était un 1974. Puis le monsieur, il avait un commerce, un vendeur de pneus et qui a été utilisé pour sa compagnie. Mais j'aime les autosports, donc j'ai aussi acheté d'autres voitures sport, comme une Corvette semblable à celle que quand je m'étais marié, une Corvette 71. Et j'ai aussi une Corvette 64 que j'ai toute restaurée, qui est comme identique à l'état neuf. Et j'aime beaucoup ça. C'est une passion. Et je suis un nouveau retraité. Et puis, je veux en profiter justement à ma retraite, justement, de m'adonner à ce hobby-là qui est ma passion. Ma carrière, j'ai travaillé 40 ans dans la même institution financière. Donc, je suis un gars de bureau. J'ai étudié pratiquement toute ma vie pour me perfectionner dans mon domaine. Mais ma passion d'auto m'a amené que lorsque j'étais à la retraite, je voulais aussi travailler sur mes projets. Et vu que je suis un perfectionniste, je me suis inscrit à un DEP en carrosserie. Ce qui m'a emballé de ce camion-là, c'est que je l'ai acheté du propriétaire qui l'a eu neuf, M. Gaston Terrier. Et c'est aussi, sa rareté, c'est le moteur. C'est un 454 pouces cubes. Ça se fait plus aujourd'hui, des moteurs de 7 litres. Et à ce moment-là, mais il n'était pas dans cet état-là. Il a fallu justement tout le démanteler et tout le repeinturer, refaire le moteur, refaire la transmission et faire une peinture neuve. Moi, je l'appelle mon pick-up de service, mais c'est un camion qui va très bien. Et puis, c'est une époque, 1974, on se rappelle, c'est juste la période après la crise du pétrole. Donc, on est dans une autre époque complètement. Cette maison, construite vers 1830, est une des plus vieilles de Champlain. Elle a servi de relais postal et de lieu d'hébergement pour les voyageurs. Ces arrêts étaient situés tous les 15 000 environ pour permettre aux postiers de changer leur attelage et leurs chevaux avant de reprendre la route. Elle est la propriété de la famille Chartier depuis 5 générations. On retrouve ici les vestiges du camp Saint-Laurent qui accueillait les voyageurs pour la nuit et servait également des repas. Aujourd'hui, le temps a fait son œuvre et depuis plus de 10 ans, elles sont à l'abandon. Ces maisonnettes, face au fleuve, vivent en paix et profitent de leur retraite. La première. Oui, c'est la C'était avant que les tracteurs à roue de fer existent. Il y avait une scellée, j'ai la scellée. Il attachait ça en arrière des chevaux, il y avait tout dans le bois l'hiver. Il était une grosse trappe large, il faisait marcher une roulation. L'été, tu prenais les chevaux, tu traînais ça sur le bord de la grande, avec la strap, le bateau au grain. C'était un moteur stationnaire. Ici, c'est le carburateur. T'as acheté ça là? Il est plus ça garanti. Ça, c'est le carburateur. Il peut sortir, il peut le faire partir. Ben ouais, ça va de... Tu peux partir, enlève la cagade. Des affaires qui marchent pas, ça va être un peu. Faut que tu t'enlèves ça? Oui. Oui. Oh, ouais. Faut-tu se tasser? Ouais, si ça explose, Ça, Yves, là. Ah ouais, ça va, il y a Ça, ici, Yves, c'est quoi, ça? Ça, c'est l'huilier
Parce que moi, ça marche au gaz. Le huilier, tu le vois, il y a des gouttes en dessous aussi. C'est supposé être une goutte à minute. Si vous calmez l'exhaust, ça veut dire qu'il y a trop d'huile, il faut diminuer l'huile. Il faut que non. Ça va être du gaz peu, ça lubrifie le piston. Des ceintures et une bretelle, là, pas celui-là. Un gars d'assurance, c'est ça. Faut prévenir. Faut prévenir. Alain, on voudrait savoir quand tu as commencé à travailler pour Coca-Cola. En 1958, je suis rentré là, j'avais 13 ans, puis je lavais une bouteille à la main. T'étais laveur de bouteilles. Laveur de bouteilles. Avec une broche, là, puis un tampon au bout, là, puis je brossais ça, là. Puis... C'était comme ça, le début de Coca-Cola. Ouais. Puis après ça, as-tu fait d'autres jobs dans... Ben, j'étais vendeur sur le chemin, là. De là, ma chemise. J'ai encore ma chemise de 58. OK. T'avais un char fourni dans ce temps-là ou non? Oui. C'était pas un Ford. Non? C'est un Chevrolet. T'avais un Chevrolet 58? 51. 51? Ouais. Ouais, c'était pas un char de l'année, hein? Non, non. J'étais jeune, je chauffais ça là, à 24 ans. Là. T'exagères, 14 ans. Avais-tu ton permis? Non. Pas de permis? Mais non, ça coûtait 5$ d'amende dans ce temps-là, je te faisais pogner. Ah. C'est ça. Mais du coke, tu dois en avoir bu dans ta vie? Oui, j'en ai bu beaucoup. Puis si tu viens à la maison, là, je vais t'en faire boire, j'en ai encore de 1958. La maison des Leclerc, c'est la maison familiale de la famille Leclerc, dont fait partie Félix aussi. Et puis, ils se sont installés ici au début des années 30, 1931 exactement, qu'ils ont acheté. Et puis, on appelait ça la maison des Leclerc parce que c'est des Leclerc depuis ce temps-là. Est-ce que Félix est venu au monde ici? Non, non, il est venu au monde à la Tuque. Toute la famille est venue au monde à la Tuque. Après ça, après un petit tour en Abitibi, bien, ils sont revenus en Mauricie, à Trois-Rivières, puis après ça, ils ont acheté ici. C'était une ferme dans le temps? Une ferme, c'est encore une ferme. C'est encore une ferme? C'est encore une ferme qui a agrandi, que ça va être c'est la 3e génération. OK. Bientôt 4, là. C'est le père et la mère de Félix? Le père et la mère de Félix qui sont installés là avec une partie de la famille. Et puis ensuite, mon père a repris. Puis moi, j'ai repris la suite
plusieurs générations. Ouais. Aujourd'hui, elle sert à... Aujourd'hui, ça a été un gîte un bout de temps, ben, pendant 14 ans quand même. Et puis là, maintenant, c'est résidence de touristes. C'est-à-dire, les gens la louent comme un chalet, si on peut dire. Ils peuvent louer ça à la fin de semaine, à la semaine, un mois? Minimum 2 jours. OK. 2 jours, puis une semaine, puis comme ils veulent. C'est quoi? Combien? Ça fait de temps que ça existe, cette tirerie? 10 ans cette année. C'est votre 10 10e. belles années, oui, oui. Puis c'est quoi? C'est une boutique d'artisanat? Non, c'est un centre d'art. Et ici, on donne des ateliers d'art, on fait des spectacles. Mais surtout qu'on est sur un endroit où Félix Leclerc a déjà habité. Alors, on travaille un peu dans l'esprit aussi des chansons de Félix, de sa poésie. Et puis, on a un paysage extraordinaire ici. C'est inspirant, c'est de toute beauté. C'est un bazar aujourd'hui. Oui. Gênez-vous pas qu'il vient en apporter. Il y a des vieilles choses pour aller avec les vieilles voitures. Ah ouais? Pas avec les vieilles J'en ai une vieille affaire, je n'en veux pas une autre. J'en veux une jeune. On chante avec Christian. Il y a de tout pour tous. Il dit, j'aimerais ça que ma femme soit 30 ans plus jeune que moi. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ben oui. Fait que le gars qui avait 60 ans, la fille, elle lui a donné 90 ans. Fait qu'elle avait 30 ans de différence avec. Il y avait 30 ans de différence avec ça. Quand tu changes de char, là, n'arrêtes-tu un plus vieux, maintenant tu n'arrêtes un neuf? Ben, moi, j'arrête tout le temps des Tu n'arrêtes un plus jeune? J'arrête tout le temps des plus vieux. Nous autres, ça ne nous concerne pas. Nous autres, on arrête des vieux chars. Mais c'est parce que plus ça vieillit, plus ça prend de la valeur. Ah oui? C'est ça qui est intéressant. Alain, on est arrivé chez toi, là. Tu vas nous expliquer un peu ton garage, entre autres. C'est-tu vieux, ce garage-là? Comment que... C'est ta profession, toi, ça? J'ai une photo dans dedans quand j'ai commencé. Ça fait 26 ans, 27 ans. Moi, j'avais la première partie à ce bord-là. La première partie, la vieille partie, c'est ça. Après ça, j'ai rallongé de ça. Après ça, j'ai rallongé encore. Ta dernière partie, tu as rallongé ça, il y a combien d'années? Ça doit faire 7-8 ans, peut-être. Là. Puis le but de cet allonge-là, c'était? Pour mettre mes vieux chars. Il rentre 4 chars en bas. Puis en haut, j'ai fait un appartement rétro. Pour m'amuser, là, puis avec des vieilles affaires de coke. Bon, ben c'est beau. Travailler ben pour oui, on Coke, travaillait hein? pour Coke, ben, c'est sûr, là. Fait que c'est ça. Fait que on va aller... tu vas nous faire visiter. Oui, oui, avec plaisir. Ça, c'est quand j'ai commencé, ça. Je sais pas si ça paraît, mais c'était un vieux hangar que j'ai mis une porte de garage. Et que j'avais isolé, là, j'ai commencé comme ça. Regarde, si tu vois, je suis dans la porte. Je suis pas ben jeune homme. Je suis un beau jeune homme. Là, ça, oui, ben ça c'est oui. mon premier client, ça. C'est ton premier client. Ouais. Qu'est-ce que par la suite, t'as fait dessus? J'ai un moteur. Petit job en commençant. Ouais, bon job. Ça, c'est mes vieux chars. Ça, c'est le char de ma femme, ça. Elle le prend pas. Elle le prend pas? Elle le prend pas. Il est comme neuf. Il est comme neuf. Ça, c'est notre Mina dans nos deux aussi. Ça, c'est ma salle à moteur. C'est des moteurs montés, un petit peu d'horsepower. Même ça quand ça pète un petit peu. C'est quoi que ça ici, Alain, là? C'est quoi ce moteur-là? Ça, c'est un 327. Il est monté à peu près pour 375 forces. Lui, il est fonctionnel, là. Il Ouais, pourrait il est fonctionnel. marcher. L'autre aussi? L'autre, il est en marche, hein, qui tourne la clé puis ça part. Il est fait pour marcher sur le rack. Lui, il a à peu près 400 forces. C'est un 350, 400 forces.
C'est hot pas mal, là. C'est du pétrole, là. C'est des belles machines, ça. Ouais. Ici, c'est ta partie rétro que tu as rénovée? Ouais, ça ici, là, c'est la partie de la rencontre des chums, puis on vient veiller ici, puis on chante, on fait du karaoké, puis on regarde des films de vieux chars. Ah oui? Ah, tu peux avoir des vidéos aussi? Ouais, des vidéos et toutes sortes d'affaires. Fait que ça, c'est des petites affaires de couple que j'ai ramassées. Ça, ben, si vous me reconnaissez, sa photo, c'est moi dans mon jeune temps, quand je me suis marié. J'étais un joli garçon. C'est ça, c'est une place de rencontre, là, puis on s'amuse. On chante, on fait toutes sortes d'affaires. On fait fou. Le chemin du Roi est une importante route qui relie Québec à Montréal. Après la guerre, c'est le début d'une rapide croissance économique. Beaucoup de gens utilisent cette route pour fins commerciales, mais aussi pour faire du tourisme, visiter ses parents et prendre des vacances. L'industrie automobile propose des modèles accessibles et le réseau routier connaît un développement sans précédent. Dans les villages, on voit apparaître de nouveaux commerces, des restaurants, des garages, des lieux d'hébergement. La bénédiction des véhicules automobiles est pratiquée au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap depuis les années 1930. Cette pratique fait partie d'une dévotion populaire plus ancienne invoquée en faveur de Saint Christophe, patron des automobilistes. C'est environ 35 ans. La piqûre a commencé quand j'en voyais passer chez nous. Je disais, maintenant, ça sera mon tour d'en acheter une, puis de la restaurer. Ça a commencé d'une année à l'autre. On a acheté une deuxième, puis là, on en revend une, on en reprend une autre, on change de modèle, on rechange. C'est une phobie, mais c'est un beau hobby. On s'amuse avec ça, puis on s'occupe. Des petites balades l'été quand il fait beau. Lui, ça fait environ 15 ans. C'est un Plymouth Satellite 1969. Il était quand même dans un bel état, mais je l'ai amélioré. La couleur ne m'intéressait pas, je l'ai changé de couleur. Les roues, c'est pareil. J'ai enlevé les roues d'origine pour mettre des roues chromées. Je l'ai mis à mon goût, autrement dit. On l'a mis personnalisé, qu'on dit. Depuis ma première voiture, ça fait environ une vingtaine, 20-25 voitures antiques que j'ai eues. Je change de modèle, je t'en trouve un plus beau, je le change, je le revends. Je me tente vite. Je pas le coup de foudre d'un modèle, je m'intéresse puis je l'achète. J'en ai eu d'autres entre ça, mais il y en a une que j'ai gardée 25 ans. C'est une pareille à ça, mais un an plus nouveau. Puis je me suis ennuyé de ça, je venais racheter une pareille, mais un an plus vieille. Je l'ai repeinturée de la même couleur que l'autre, puis elle, je veux la garder. Le pont du Plessis est un pont routier en 2 sections qui traversent la rivière Saint-Maurice. Il fut inauguré le 6 juin 1948 par Maurice Lenoblet du Plessis, alors premier ministre du Québec. Le premier pont, en bois, a été construit en 1832. Il sera emporté par les glaces au printemps de 1836. Le second pont, toujours en bois, a été construit en 1842. Ce pont a été fermé en 1876 car jugé vétuste et dangereux. Un an après, un troisième pont a été construit toujours en bois. En raison de son âge et d'un incendie, il a été démoli et remplacé en 1901 par un pont d'acier.
Trois-Rivières est située à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice. Elle se trouve sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Québec et Montréal. Avec ses 135 054 habitants au dernier recensement de 2015, elle est la ville la plus peuplée de la région administrative de la Mauricie. Fondée en 1634, elle est la deuxième plus ancienne ville du Québec. Bienvenue dans l'église anglicane Saint-James. Ici, il faut dire qu'à la base, ça n'a pas toujours été une église anglicane. Donc, au début, c'était les Récollets qui étaient ici. Vers 1692, Monseigneur de Saint-Vallier a reçu l'autorisation royale d'installer les Récollets ici, sur ce terrain-là. Ici, sur la toile, vous avez frère Didas Pelletier, né Claude Pelletier, qui, lui, était un frère récollet, charpentier-menuisier, qui a aidé à la construction de la première chapelle ici, donc des Récollets, avant que ce soit les Anglicans. Les Anglicans aiment beaucoup avoir cette toile-là ici. Ça leur rappelle un peu les fondations, en fait, de leur Église aujourd'hui. Un petit côté de l'histoire qui est dans cette toile-là, en fait. C'est en 1822 que le palais de justice va être déserté ici suite à la construction d'un vrai palais de justice. Puis l'église va être reconvertie en église. Puis vers 1830, l'église va être consacrée Saint-James telle qu'on la connaît. Ce qui fait qu'ici, il ne reste plus rien des Récollets ou seulement l'histoire. Donc il y a encore des messes ici le dimanche, des messes anglicanes, bilingues, anglais et français. Ça sert encore donc de lieu de culte ici. Il reste une dizaine de personnes là, dans la communauté anglicane ici à Trois-Rivières qui assistent aux messes. Notre aventure débute dans un petit restaurant du centre-ville de Trois-Rivières où nous retrouvons nos amis. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici puis que vous étiez bien cotés aussi dans divers... Oui, bien en fait, nous, on travaille beaucoup avec TripAdvisor. Présentement, on est numéro 1 sur TripAdvisor. Sur 200 établissements de restauration au total à Trois-Rivières, on est le premier restaurant à visiter selon TripAdvisor. On ne travaille pas uniquement avec ça parce que nous, dans le fond, là, notre vision d'affaires, c'est le retour du client et le retour du client. On veut que les clients viennent, mais qu'ils reviennent et qu'ils reviennent et qu'ils reviennent, ce qui va nous permettre de vivre à l'année. Donc, la clientèle touristique est importante, mais la clientèle locale l'est encore plus parce que c'est vraiment eux qui permettent de vivre. On peut se dire que vous avez une spécialité, quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'on retrouve ici comme menu? Bien, nous, ici, notre spécialité, c'est les déjeuners. On fait des déjeuners fruités. Dans chaque portion de fruits, dans chaque assiette, vous retrouvez une portion de fruits, de 5 fruits. Donc, vous avez déjà le premier groupe alimentaire, en plus de la protéine, en plus du produit laitier, ainsi de suite. Notre spécialité, c'est vraiment les déjeuners. Par contre, on offre d'excellents menus midi, qui sont tous traditionnels, qui sont cuisinés ici sur place. Donc, on trouve pas, c'est pas une cuisine à saveur commerciale, c'est vraiment très, très familial, très, très maison. C'est tout cuisiné par moi-même et mes employés. La boutique Expérience Métiers d'art est située sur la rue des Ursulines, une des plus belles rues du centre-ville. Entrons admirer les œuvres de nos artisans. Ça fait longtemps que vous exposez ici. Ça fait longtemps que ça existe, Emma. Emma est dans sa 5e année d'existence. On a commencé notre 5e année au mois de décembre. Ça regroupe beaucoup d'exposants, d'artistes, d'artisans ici? Bien, il y a une trentaine d'artisans de la région. Les règlements, c'est que 75 des membres, il faut qu'ils soient vraiment alentour de Trois-Rivières.
Puis qu'est-ce que vous exposez? Il y a plusieurs disciplines ici. Oui, les différentes disciplines en métier d'art, c'est le cuir, le bois, le céramique, le textile, le papier et autres. Autres, c'est tout ce qui est travaillé avec le verre, des matières composées après. Ça, c'est une vieille maison ancestrale. À qui appartient cette maison-là? La maison appartient à la ville de Trois-Rivières. Et puis, avec leur pensée avant-gardiste culturelle, Trois-Rivières nous prête cette bâtisse. On ne paye pas de loyer. Les artisans passent chacune journée par mois à la caisse. C'est le côté bénévolat de chacun des membres. Donc, on ne paye pas de salaire, puis on ne paye pas de loyer. Tout ça en vue de garder des prix le plus bas possible. Tout le monde dit que l'artisanat, ça coûte trop cher. C'est notre façon de garder les prix modiques. Eh bien, j'ai toujours aimé les voitures. Dès l'âge de 3-4 ans, j'avais des Dinky Toys, des Corgi Toys. À un moment donné, il n'y avait pas une auto. Puis il me montrait un cap de roue vers l'âge de 6-7 ans. Puis je pouvais vous dire, ça va sur telle marque, ça va sur telle marque. Et plus tard, à un certain moment donné, j'ai vu arriver dans le voisinage un vieux Mercury qui avait rien que 20 ans. Mais en 71, c'était un 51. Et puis, si on se rapporte à l'époque, des autos de 20 ans, il n'y en avait plus qui circulaient. On était 2-3 petits gars pour regarder cette auto-là. Eh, méchante antiquité, cette auto-là. D'où c'est que ça vient? Fait que suite à ça, j'ai toujours aimé les voitures. Ça fait 25 ans que j'ai cette voiture-là. Elle était à vendre chez un vendeur d'auto usagés au Cap-de-la-Madeleine. Je suis allé voir l'auto, j'ai fait une offre dessus. Puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, le vendeur m'a rappelé, puis on peut faire des affaires. Elle était dans cet état-là. Moi, je l'ai amélioré, je l'ai fait peinturer, mais quand je l'ai acheté, j'ai pris la route, puis je suis parti avec, puis je l'ai amélioré au fil du temps. Elle a été peinturée il y a une dizaine d'années. C'était sa peinture originale. On est tout un groupe d'amis parce que on ne se cachera pas que voiture ancienne amène un groupe social aussi. Il y a beaucoup de social là-dedans parce que la voiture est serrée. Puis les amis, on se voit toujours. C'est la première et la seule voiture ancienne que j'ai eue. Probablement que ce sera la seule. Nonobstant du convertible que j'ai, qui est un 1990. Plusieurs sorties. On fait soit des randonnées, il y a des expositions, on va partir le groupe, on va à certaines expositions. Exemple, l'année passée, on est allé au village d'antan de Drummondville, là, tout le groupe ensemble. C'est ce qui est plaisant dans ce loisir-là. On est un groupe de personnes, puis il y a des personnes dans le groupe que je côtoie depuis que j'ai l'auto, c'est-à-dire depuis 25 ans, et puis on est un super beau groupe. C'est plaisant. À peu près chacun des gars du groupe, on a notre guide, notre horaire des expositions annuelles. Puis j'en ai fait énormément depuis 25 ans et puis j'en fais toujours. On en a choisi quelques-unes et puis... Moi, à mon sens, ce n'est pas cher parce que la voiture, on peut la garder très longtemps. La voiture ne perd pas de valeur. La seule condition, c'est d'acheter une voiture à son juste prix et puis... selon nos capacités, le travail qu'il y aurait à faire dessus. Mais c'est pas cher. Cette voiture-là, c'est un Pontiac, mais en réalité, c'est un Chevrolet des années 60. Il y a beaucoup de morceaux disponibles. Pour moi, c'est pas un problème. Il y a certains véhicules que ça peut être un peu plus difficile, mais il reste une chose. Chercher des morceaux fait partie du hobby, puis va apporter, exemple, il y a des gros shows qui se font à Hershey, à Carlisle, il y a maintenant l'Internet. On va là pour chercher des morceaux. Fait que ça alimente le hobby encore une fois. Encore une fois, on part avec des amis, on part en groupe, fait qu'on fait un beau voyage. Fait que c'est toutes des conditions qui s'interrelient pour rendre le hobby agréable.
un des amis du groupe est garagiste. Nous allons le retrouver dans son lieu de travail et voir ce qu'il a à nous dire. Daniel, on est chez toi. Ben oui. Puis je voudrais en premier que tu nous parles de ton véhicule. OK. Ton Chevrolet, ça fait longtemps que tu l'as, mais comment ça a commencé? Comment ça fait de temps que tu l'as? Ça fait des années, depuis l'âge de 19 ans que j'ai ça. Ça a commencé, ça, quand mon école de Bernardine va passer au feu. On m'a transféré à la polyvalente de Chevigny. Puis la polyvalente de Chevigny, le système d'autobus était adéquat. C'était pas... J'arrive en retard. Puis celui-là du midi, le père était tanné de moi d'arriver en retard. Il y avait un nouveau liste, puis il arrive, il dit « Petit gars, je t'ai trouvé 3 chars. Un Ford Fairlane 65, un Météor 61, puis un Chevrolet 57. Ils demandent chacun 100 piastres. Va y bargainer. À l'époque, j'étais étudiant. J'avais pas d'argent. J'avais 50 piastres sur moi. Le premier, je l'appelle. Il dit « Mon Ford, il dit, ça part bien 700 piastres à prendre au LC. » Le deuxième, la même chose. Le troisième, c'est M. Blanchet. Il était accidenté sur le côté droit, en avant. Puis il dit, bon, il dit, viens loin, on va faire des bargains. Je l'ai bargainé, j'ai payé ça 60 piastres à l'époque. Tabarnouche. Tu as payé ce char-là 60 piastres. Tu étais étudiant. J'étais étudiant, exact. Puis il était brisé sur l'aile. Il était un petit peu en avant sur le côté droit. Le C-beam t'a cassé. Ce que j'ai fait, il traînait un vieux char dans le fond de la cour, un Buick. J'ai pris le C-beam, je l'ai mis là. J'ai ajusté ça à peu près. Puis j'ai fait mes études avec ça. Par après, je l'ai réparé. Mais ça a très bien été. Moi, je l'ai acheté pour faire mes études seulement. Je ne voulais pas flasher avec ça. C'est sûr qu'à l'époque, la YSU, j'étais pour le garder toute une vie. J'aurais pas été acheter un Chevrolet 4x à top. J'aurais été dans le temps, j'aurais peut-être payé un petit peu plus cher. Un Cadillac Eldorado Biarritz décapotable qui vaut 200 000 aujourd'hui, bien entendu. Et tu ne connais pas l'avenir. Ben non. Fait que j'ai acheté ça, puis j'ai fait mes études avec ça. Puis après ça, mais ma femme... comment ça que tu l'as encore? Exact. Moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que je l'ai pris, puis je l'ai envoyé dans l'hangar en arrière, dans le Après combien de temps, là, tu l'as acheté? Tu as marché avec combien d'années? Ah, ben j'ai marché, moi, jusqu'en 85 avec. Mais quand tu es jeune, qu'est-ce qui arrive? Ben, je me suis enlevé le moteur, mon 283, le moteur qui est présentement. Je l'ai envoyé en arrière, j'ai dit, je le garde. Un jour, si je veux le remettre dedans, je le mets dedans. Je me suis acheté un 409 de Chevrolet 63. 409 SS. On a mis ça là-dedans, moi et mon père, on l'a fait fitter. Là, j'avais réellement un véhicule. J'avais beaucoup de torque. C'était un moteur qui est très fort. Puis à cause de la pesanteur, je l'avais chaussé sur des pneus larges. Par après, j'ai eu des Chevelles, des Novos. C'était mon véhicule le plus puissant avec mon 409. Il n'y en a pas qui ont dépassé avec ça. Je m'asseyais des fois avec des Chevelles, des 387, puis je passais en avant avec ça, parce que j'étais pesant, j'avais du torque, j'avais de la force en masse. Quand la folie s'est passée, puis le gaz a monté à 46 cents le litre, là, j'ai payé moyen de l'aiguille, tu voyais l'aiguille. 46 cents le litre, 46 cents le gallon? 46 cents le litre à l'époque. L'aiguille faisait ça. Là, j'ai décidé de mettre mon 283, mon moteur original, qu'il y a aujourd'hui dedans. Je me souviens à l'époque, mon chum avait fait une bonne paye. Et il dit, Dan, il dit, si je te remplis le char de gaz, me montreras-tu sur mon frère à Montréal? Il dit, ben oui. À l'époque, on avait du gaz rouge et du gaz jaune. On a mis du gaz rouge là-dedans. On l'a brossé pour le fouler comme il faut. J'ai mis 5 piastres et 24 de gaz dedans. Aujourd'hui, je mets 70 piastres facile là-dedans. C'est le même char, même teinte, là. Puis là, c'est en 85, tu as dit? En 85, tu l'as placé en arrière? J'ai fait quelques mariages. J'arrivais au Launcher avec. J'avais été au Launcher. J'ai marié ma belle-sœur là-dedans. Puis je l'ai serré. La folie t'a passé. Tu sais. J'ai dit un jour, je le sortirai. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand tu mets ça dans une remise dans un hangar? Tu mets des boîtes de carton, tu piles. À un moment donné, je l'ai oublié pendant 26 ans. Je ne l'ai pas ressorti. En 2004, là, j'ai décidé de le ressortir. Puis là, ben, à force de toi, tu me venais m'achaler, dis Dan, remonte-les, on a des vieux chars, viens donc te promener avec nous autres. Tu n'as pas arrêté de m'achaler. C'est là que j'ai décidé de le remonter. Ben, il est quasiment original à 95 %. Il y a quelques pièces que j'ai faites chromer, mais je l'ai peinturé parce qu'il est à moi. Mais le restant, il est tel quel, tout original. Les pneus, j'ai commandé des pneus avec 2 pouces écart de ligne blanche, un BF Goodrich, comme c'était à l'époque, avec un 750-14, c'est pas large. Ben, c'est des nylons. C'est des nylons, oui. Rendu ici, le pneu m'a coûté 146 $, taxes, dédouanées, tout. Mon père a dit de moi. Il dit, gars, dans le temps, je vendais ça 10 piastres et demi puis je faisais de l'argent avec. Là, tu étais en train de travailler sur un Ford. Ouais.
Ça arrive souvent que tu travailles sur des Tout Ford? le temps, tout le temps. Lui, il semble être en bonne condition, ça. Ah ouais, il est arrivé en towing. Ah! C'est ça, c'est n'importe. Ouais. C'est ça. As-tu vu les GM, ils rentrent juste ici pour checker l'huile dehors, ou ben non, on va lancer les roues. Puis un Ford, là. C'est ça. T'as sa place. C'est sa place, c'est spécifique pour les Ford. Ouais, il faut faire attention parce qu'Alain, on a des chums qui ont du Ford, là. Ouais, ben là, c'est ça. On prend nos flaques, nos Chevrolet, là. Ouais, on a beaucoup de GM, c'est vrai, là, mais... Ah non, les Ford, on fait il y a bien des passes, gens mais qui... Mon père les aimait bien gros. C'est ça, hein? C'est ça qui amenait l'eau au moulin. Hey, ben Alain, tu vendu du Ford, toi? Moi, j'en ai vendu du Ford. T'en as pour du monde? On va en avoir un tantôt à vendre. Justement, celui-là, on est en train de le checker pour le vendre. Là. Ouais. Ouais, on va vendre ça. Au plus offrant, ou... Ouais, au plus offrant. Les gars sont ici pour l'acheter. Ben oui. Ouais. Ben là, il l'a mis en ordre. Là. Lui, il est amateur de Ford. Gars de la face. Je suis certain. 100 piastres. 100 piastres. Ah ouais, on va partir ça à 50 piastres, c'est ça? Hey! Attention, on va aller dans le trou. Non, tu vas aller voir le trou du Ford. On va te beurrer. Bon, ben, on va compter ça. C'est un 3,52 qu'il y a dedans, monsieur. C'est quoi qu'il y a dedans? 272. 272 8 cylindres. Il y a 36 000 milles. Les freins sont faits en neuf. L'exhaust opère, puis il prend de l'huile. C'est la vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. Qui donne 50? 50, Hey. 50, 50, 50. Sur les gains, sur les gains. Sur les gains. 100 piastres. Lui, il est pas cher. 110. 125. 125, 130. 130. T'es sûr? 135? 150. Es-tu encore acheteur, 135? Hein? 150. 150. 160. 160. 160? 200. Tu dois être acheteur. Hey, c'est le mécanicien, puis il veut même pas miser. J'ai 160 une fois. 200. Wow! 200. J'ai 200 piastres une fois. 2 fois. 300 piastres. T'as-tu d'autres acheteurs? Une fois. 2 fois. 3 fois vendu. Ça, c'est un maudit bon tigre à venir. Daniel, tu nous parlais là, de la première pièce qui est rentrée dans le garage. Ça, c'est la pièce, la première pièce, ici, le 9 juillet 58. Mon père l'a signé et l'a daté. C'est le premier dollar qui était fait ici au garage. Ça, un peu plus haut, tu le vois ici, c'est mon... Celui-là, il avait 88 ans. Mon père, moi et mes 2 garçons travaillent ici sur le plancher. De 2001 à 2008, on était à 3 générations qui travaillaient sur le plancher ici. Mon père a travaillé jusqu'à 88 ans et 3 mois. Il est décédé à 88 ans et 4 mois. Il a pris sa retraite 1 mois. Ah oui, il a pris sa retraite, il est on arrêté. disait, puis... lui, il avait la passion de l'automobile, un peu comme moi. On lui disait souvent, Père, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Mais que je sois vieux. Notre route se poursuit pour visiter un autre membre du groupe, passionné de voitures anciennes, mais aussi de modèles réduits. Denis, on se retrouve chez toi. On sait que tu es un passionné de véhicules anciens, mais en se rendant dans ta maison, on réalise que des véhicules modèles réduits, tu en as des centaines et des centaines. J'en ai des centaines. Ça a commencé de même. Avant d'avoir un modèle original, j'ai commencé avec des plus petits. Ça a commencé en 1998-99, à peu près dans ces coins-là. J'avais arrêté de fumer, donc ça me faisait plus d'argent, un petit peu. Là, j'ai commencé à collectionner, mais j'ai toujours été maniaque d'automobile, puis aimé les miniatures, les chars antiques. J'ai toujours aimé ça. Ça a commencé par quoi? Les modèles réduits comme des petits modèles ou des plus gros?
Surtout les formules. Tantôt, on va te montrer tantôt des Formule 1. Ça a commencé par des Formule 1, puis après ça, mais à peu près dans la même année, là. Mais ça se ressemblait. Les autres, les petits 1,64, c'est tout du Hot Wheels. Je ramassais les premières éditions, les éditions spéciales. J'ai commencé ça. Après ça, les plus grosses, les 1,18 que j'ai ramassées. Juste les 1,64, les Hot Wheels, ça, j'en ai 1000. Je dois en avoir à peu près 1500 là, en étagère ici. Plus un 1000 dans le garde-robe de serré, puis peut-être un 2000 là, dans des boîtes dans le garage. Parce que c'est des doubles, là, oui, c'est ça, des doubles. Des fois, c'est des couleurs, des pneus qui sont pas pareils ou des différences. Donc, les gammes. Mais en priorité, c'est les premières éditions que je ramasse. Parfait. Puis dans les 1,18, ça va au goût. C'est selon, je vais surtout dans les années 50, 60, surtout dans ces années-là. Il y en a une qui est spéciale un petit peu, c'est celle de Gilles. Je l'ai achetée à la San Marino, en Italie. C'est vraiment une spéciale, puis je suis bien content de l'avoir. C'est une des rares et des belles, celle-là, de Gilles. Il y en a une autre, quand on s'amuse avec le bois ou quoi que ce soit, c'en est une que j'ai fait. J'ai tout fait en bois. C'est toi qui l'as tout fabriqué? Tout fabriqué de A à Z. C'est des bois de différentes couleurs qui agencent? C'est ça. C'est différentes teintes de bois. Il n'y a pas de teinture, c'est la vraie couleur du bois. La vraie couleur, il y a seulement du vernis dessus, puis c'est ça, c'est une William. Maintenant, Denis, tu vas nous parler un peu de ce véhicule-là. C'est particulier, là, mais j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce qu'il y en a, que tu nous en parles un peu plus. Ça, c'est un de mes amis, qui était l'ami de mon père aussi. C'est le premier véhicule que mon père a conduit pour la compagnie Crino. C'est le transport de lait dans des bidons. Des bidons. C'est un GMC 1950. Là, c'est ça, Jean, mon ami, il l'a fait pour donner un cadeau à mon père. Là, moi, j'en ai hérité. Je suis bien content. Ça fait un beau souvenir de peut-être sa première job. Denis, on te remercie beaucoup de nous avoir montré ta collection. Ça m'a fait plaisir. Fait que, au plaisir. Salut, Denis. Moi, ma passion a commencé bien jeune. J'étais jeune, je regardais les autos de mon père dans le temps, c'était des belles vieilles autos. Puis déjà là, lui, il aimait modifier les autos. Fait que la maladie a pogné là, puis là, ben, j'avais hâte, en grandissant. Là. Fait que jusqu'au jour que j'ai pu mettre la main sur la première. Puis là, après ça, ben, là, j'en ai eu plusieurs. Je te dirais au-dessus de peut-être 200 autos à date là, depuis que je peux conduire. Après ça, ben, là, à un moment donné, la passion des vieilles autos, j'ai acheté un vieux camion. Puis là, tout taponnait ça. Puis là, ben, ça a donné en même temps que j'ai parti mon commerce de moto. En m'en allant à ma shop, j'ai brisé le moteur. Fait que là, j'ai arrêté le projet pour me concentrer à ma passion qui était la moto, les modifications de moto puis tout. Puis là, après ça, j'ai fait mon commerce une couple d'années. J'ai arrêté ça. J'ai racheté une vieille auto à ce moment-là d'un de mes amis qui je travaillais, que lui avait aussi la passion, mais il n'avait plus la santé. Donc, c'est cette auto-là que j'ai achetée. Mais elle était vraiment pas comme ça. Elle était toute originale. Puis le style, tu sais, c'était pas vraiment. Je me reconnaissais pas vraiment là-dedans à un moment donné. Fait que je me suis mis à regarder des photos. Puis à un moment donné, j'en ai vu une modifiée un peu avec le look que j'aimais. Donc là, à partir de là, j'ai fait les modifications à mon goût, à moi, pour la mettre, pour que j'aie du plaisir avec. Là, ça fait. Je suis dans la 7e année. À chaque année, j'en faisais un peu. Là. Au début, j'ai changé la mécanique. Là, après ça, là, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres choses. On a changé la transmission, après ça, le différentiel. J'ai refait la mécanique pour avoir de quoi de plus puissant. Cette année, on a changé les freins. J'ai mis des freins à 10 pour la sécurité. Power steering pour la conduite, le plaisir de conduite aussi, que ça soit plus plaisant. Dans le fond, une auto, ça te ressemble un peu. Fait que je l'ai modifié
pour que mon goût à moi, tu sais, les goûts, c'est différent à chacun. Moi, j'aime ça comme ça, tu sais. Puis là, j'ai pas fini. La prochaine étape, je vais faire un intérieur. Tantôt, on se promenait en auto, je me disais, ouais, là, il faudrait peut-être que je fasse un intérieur plus flyé que je pensais au départ, là, tu sais. J'aime ça spécial, fait que pourquoi pas continuer? C'est la mienne, tu sais, c'est pas une auto originale, tu sais, refaite vraiment comme les specs de la compagnie. C'est pas ça que j'aime. Moi, j'aime ça vraiment différent. J'ai changé le shifter, tu sais, j'aime ça au plafond. Tu sais, j'aime le coup d'œil spécial, là, tu sais. Dès 1656, des gens habitent à la pointe du lac Saint-Pierre. En 1738, on construit la première église de Pointe-du-Lac et on lui donne le nom de Notre-Dame de la Visitation. L'église étant devenue trop petite, une deuxième sera construite en 1844. Celle-ci est incendiée en 1882 et est remplacée la même année par l'église actuelle, édifiée et agrandie à partir des murs de la deuxième église. On y retrouve des sculptures de Léo Harbour, né à Pointe-du-Lac en 1912. Nous traversons le village de Pointe-du-Lac pour se rendre visiter un des plus beaux joyaux d'architecture rurale du Québec. Classé site patrimonial, le moulin est l'un des rares bâtiments de son époque qui possède des mécanismes toujours fonctionnels. On est présentement au moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. On voudrait que tu nous expliques un peu cette bâtisse-là, depuis quand qu'elle est là, un peu les... Bien, dites-vous en fait qu'on parle d'une bâtisse qui a été construite des années 1765 à 84, à l'époque des seigneuries. On s'entend que pour coloniser la Nouvelle-France, les Français ont décidé d'amener des premiers colons. Les premiers colons qui se sont établis ici ont eu des terres qu'on leur a octroyées. Et au fil du temps, leurs terres ont été colonisées davantage par des colons. Les colons venaient moudre leurs grains directement au moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, où en fait, c'est l'énergie de l'eau, l'énergie hydraulique, qui permet le bon fonctionnement du moulin de l'autre côté. Mais vous voyez de l'autre côté le bassin de rétention qui a été creusé à la main. Dès le début de la création du moulin, on parle de la redirection de la rivière Saint-Charles de l'autre côté, qui achemine l'eau directement au bassin et l'eau va s'écouler finalement par la chute d'eau que vous voyez. La chute d'eau à l'époque était reliée directement à notre roue à eau à l'extérieur, roue à eau qui n'est plus aujourd'hui. Mais entre-temps, le changement de la roue à eau à la turbine a fait en sorte que l'eau était acheminée directement à l'intérieur par des grandes valves qui permettent l'entrée d'eau directement dans le moulin. Okay. Aujourd'hui, l'entrée d'eau juste ici, on continue à la faire marcher pour éviter que le bassin de l'autre côté se remplisse d'eau et qu'au final, il y ait des débordements. Mais dans les périodes où on avait la turbine qui marchait, l'objectif, c'était vraiment d'acheminer entièrement l'eau de l'autre côté dans les vestiges du moulin. On avait donc l'énergie hydraulique qui nous permettait de faire fonctionner le moulin à farine et le moulin à scie. La paroisse de Yamachiche, érigée en 1722, se développe grâce à la fertilité des sols et à la proximité de cours d'eau importants, soit le lac Saint-Pierre et la rivière Yamachiche. Une quinzaine d'années plus tard, l'ouverture du chemin du Roi contribue aussi à son expansion. L'agriculture et l'industrie du bois sont les principaux moteurs économiques. La construction d'une gare ferroviaire en 1878 entraîne un nouvel essor économique. Il en résulte notamment la construction de 25 maisons en briques, dont quelques-unes font partie de l'enfilade de maisons en briques rouges de Yamachiche. Plusieurs membres de la bourgeoisie locale habitaient ces demeures historiques.
Le presbytère de Yamachiche a été construit du temps du curé Sévère Dumoulin en 1847. Il est classé monument historique par le ministère de la Culture du Québec. L'église érigée entre 1869 et 1873 a été détruite dans un incendie le 11 juillet 1957, alors que des ouvriers y effectuaient des réparations. On a dû reconstruire totalement l'édifice. C'est avec plaisir que M. Pierre Pellerin a accepté de nous faire visiter son musée personnel de la motoneige. Allons à sa rencontre. Bonjour Pierre. Bonjour. On est chez vous, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. On sait que tu as une collection de motoneige. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Bon, ma collection, globalement, comprend 107 unités, dont une 76 à peu près qui sont reconditionnées. Présentement, dans le musée que nous avons, il va y en avoir 54 qu'on voit. Je collectionne ça depuis 1981. La première que j'ai faite, la rudimentaire. Là. Puis aujourd'hui, je compétitionne avec ces machines-là à travers le Québec et les États-Unis. C'est un musée privé. Là. On est chanceux de... C'est privé. C'est connu parce que j'ai écrit un livre sur la motoneige, un en français puis 3 en anglais. Fait que ça m'a ouvert aux médias. C'est pour ça que c'est connu. Sans ça, ça serait un musée privé que personne ne verrait. Parfait. On va se diriger vers le musée. Ça fait plaisir. Pierre, tu nous parlais de cette motoneige-là. C'est une des plus vieilles que tu as? Oui, ça, c'est une des plus vieilles que j'ai. C'est une 1927. Ça, cette compagnie-là, c'est M. Carl Eliasson. Ça vient du Wisconsin. C'est le premier gars qui a fait une motoneige qu'on peut prouver qu'elle a été faite là. Elle a été patentée en 1927. Comme ça, c'est un exemplaire unique. C'est une des 6 des années 20 qu'il a faite. Il y a le numéro 1, la vraie numéro 1 est dans un musée là-bas. Okay. Celle-là, on l'a trouvé différent un petit peu. Fait qu'on l'a rebâti comme le numéro 1. Mais on prétend que ce serait probablement la 5e, la 6e qui aurait fait. Il ne l'avait pas breveté à ce moment-là? Oui, il était breveté. Les machines ont commencé à être brevetées en 1927, ces machines à lui. Mais les productions de ces années-là, c'est toujours 5 machines, 10 machines. Puis, vois-tu, celle-là est un moteur de bateau. Regardez, on voit très, très bien le pied ici là, du bateau. Là. Ils l'ont coupé, ils ont rapetissé. Puis, c'est rudimentaire, là, personne ne connaissait ça. Pour partir de la machine, la traction se monte dans le haut de ça se barre par la clanche ici. Puis là, il fait partir le moteur, puis la traction vive, puis quand il est prêt, la traction tombe à terre. Ça devait faire être bon pour faire 2-3 km, puis après ça, il l'attaquait avec le cheval, puis il ramenait, puis ça cassé. Mais c'était rudiment. C'était le début, début des engins à neige. C'est un monsieur qui avait une quincaillerie, pas beaucoup d'argent. Ça, c'est des skis de fond de l'armée américaine qui ont été utilisés pour faire... On a refait les identiques. Mais c'était-tu dirigeable? Oui, par le câble.
Ah, oui. Les 2 petits skis. Puis ça, ce concept-là, c'était le premier concept qu'il y a eu de motoneige jusqu'aux années 60. Ils appelaient ça un châssis traîneau. C'est que la motoneige, le traîneau, il est ici. Puis cette traction-là, elle descend dans la neige, puis elle monte tant qu'il y a de la neige. Alors, si vous allez dans les anciens modèles que j'ai là-bas, les années 50, vous allez voir, c'est le même principe. Tout le châssis et la cabine sont dans un morceau. Le moteur est assis en arrière dessus, puis c'est une autre partie qui descend. Ça, c'est les premiers châssis qu'ils ont eu, c'était ça. Super. Avant Bombardier. C'est triste à dire, mais c'est ça. Il y en a C'est ça. d'autres. Puis quand on cherche plus loin, je me suis rendu jusqu'en Russie pour 1912. Fait qu'il y en avait d'autres avant. Fait que c'était toujours une amélioration sur une autre amélioration. Fait que c'est ça qui est l'histoire de la motoneige. Non. Allô, voyons. Bon, tu veux que j'aille là-dedans pour que je m'assoie? Oui. Maudit, je sens qu'il y en a qui vont rire. Et péché. Et malheur. Ici, Pierre, on voit un modèle Bombardier. Veux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, ça c'est une Bombardier 59. C'est une des 6 qui ont été faites en 59, pris comme des prototypes pour le 60 quand ils ont commencé la production en 60. Chez Bombardier, ils ont le numéro 2, qui est une machine qui a été faite en 58, puis qui a été pour un essai qu'ils ont travaillé avec, on appelle ça un Pilot Run de 59. Ça, c'est les prototypes de 60, c'est une machine de 1959. Ça a été trouvé à McTavish, en haut de la Tuque, chez les Indiens. Puis c'est un pur hasard, j'étais là en travail avec un avion, puis c'est un Indien qui m'a dit on a une dans le swamp en arrière. Il dit viens, ouais, ça t'intéresse. Le moteur n'était plus là, mais les bogies étaient en dessous, il restait des parties de ski de la cabine. Donc on était capable de reconstituer la machine. Et à ce moment-là, dans le prototype, il n'y avait pas de pare-brise? Il n'y avait pas de pare-brise, il n'y avait pas de transmission comme on voit aujourd'hui avec une courroie. C'était, ils appellent ça un planétaire gear, là. C'est des gears planétaires. C'est t'embrayes puis tu débrayes, point. C'est ce qui était ces premières machines. Dans le courant de l'année 60, ils ont commencé à mettre des pare-brises, mais il n'y avait pas de système de lumière encore. Il était avec un moteur 4 temps. Il faut que je dise aussi, là, dans les années 50, toutes les motoneiges avaient des moteurs 4 temps. Le moteur 2 temps est arrivé en 62. Avant ça, c'était tous des moteurs 4 temps, sauf quelques compagnies qui utilisaient des moteurs de moto 2 temps. Mais normalement, c'était des moteurs 4 temps. Quand j'étais jeune, dans les années 40, je me promenais avec mon père en auto, il était huissier. Puis je lui demandais tout le temps quelle sorte de voiture, quelle sorte de voiture. Il me répondait tout le temps. Ça fait que j'ai appris toutes les marques de voitures dans les années 40, puis au début des années 50 aussi. Puis tout ce qui roule sur des roues, moi, ça m'intéresse depuis longtemps. Celle-ci, ça fait 14 ans que je l'ai. Mais je suis tombé en amour avec la 2 chevaux en 62. Je venais d'avoir 21 ans, puis c'était ma première voiture. J'en ai acheté une, flambant neuve. Chez un concessionnaire à Québec, c'était un petit peu hors norme d'avoir une 2 chevaux. Parce que dans le temps, les jeunes achetaient plutôt des voitures anglaises sportives, des voitures sport. Ils disaient, il n'y a pas de filles qui vont embarquer dans une 2 chevaux. Je me suis dit, ils n'embarqueront pas pour la voiture. Elle vient directement de France, de Lyon. Je l'ai achetée par le truchement d'un ami. Et puis, ça fait 14 ans, mais c'est une 90, donc je ne pouvais pas la rentrer en 90. Je lui ai dit, trouve-moi une 85. Puis il m'a envoyé la 90, enregistré le 85. La France étant le pays de la combine, ils ont arrangé ça, puis je l'ai depuis 14 ans. On s'en sert l'été, on fait environ 5-6 000 km par été. On va partout, on a fait le tour de la Gaspésie, on va régulièrement à New York à tous les ans, dans l'État de New York.
Je dirais que c'est la voiture qui a marqué un peu ma vie parce que après mon cours universitaire, j'ai travaillé pour Citroën pour ouvrir des concessions. Et j'ai travaillé pendant 8 ans avec eux autres, donc je peux dire que la voiture a marqué ma vie un petit peu. Et puis je suis toujours resté en amour avec les Citroën, les DS, les SM. J'ai roulé tout le temps en Citroën, même j'en ai eu personnellement quand j'ai quitté la compagnie pour m'en aller comme assureur. Mais lorsqu'ils sont partis en 75, bien là, on ne pouvait plus en avoir. Monsieur, j'aurais un petit job à vous faire faire. Pouvez-vous checker mes cars? Mon char? Hey! Hey, le père! Dans une? Denis, toi qui es un amateur de petite auto, là, ici, là, c'est ton royaume. Ah, c'est mon royaume, mais là, c'est dangereux ici. Là. Oui, bien, on va t'attacher les mains. OK. Fait qu'à ce moment-là, puis on va enlever ton portefeuille. Donner à ma femme? Oui. Portefeuille à ma femme? On va faire la même chose. Tiens, Juliette. Oui. Je te laisse mon portefeuille. Tu laisses ton portefeuille? Faut pas qu'il se Pas pour ici. C'est ça, c'est ça. Juste ici. Que je sois raisonnable. On va aller dans les allées, on va aller voir. Alors, c'est moi qui le garde. C'est beau. On a commencé, on vendait des modèles réduits à l'intérieur du petit dépanneur boutique qu'on avait sur notre halte routière. On avait un inventaire d'une vingtaine, trentaine de voitures. Puis les gens arrivaient parfois et disaient on vient de Québec pour venir voir vos voitures. Fait que sur le coup, on ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Fait que de fil en aiguille, on a réalisé qu'il y avait un marché, il y avait des collectionneurs. Fait que moi, quand j'ai fini mon secondaire, c'était un peu l'entrée en ligne des boutiques sur Internet, des boutiques en ligne, vente en ligne. Donc, François, mon père, a eu l'idée, on pourrait mettre ça en ligne. Comme ça, les gens n'ont pas besoin de se déplacer de Québec ou de Montréal pour venir. Ils pourraient voir notre inventaire directement de chez eux. Donc, on a fait un petit site web. On a parti avec une roulotte de chantier comme inventaire au début. Mais en dedans de 6 mois, la roulotte de chantier était déjà trop petite. Fait que, on a fait construire un entrepôt de 3000 pieds carrés. Déjà, après un an et demi, elle était déjà trop petite, mais on l'a toffé environ 5 ans, même 6. Mais là, on n'était vraiment plus. Les gens arrivaient, puis on avait des grosses fins de semaine. Donc, on a agrandi. Cet agrandissement-là était fait il y a 2 ans. Puis maintenant, on est ouvert 7 jours sur 7 au public. Donc, les gens peuvent arrêter quand ils veulent. Il y a du touriste quand même à l'année qui arrête ici. Fait que ce soit autant les collectionneurs ou les passionnés d'auto ou juste les gens, quand ils passent, ils voient la bâtisse, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, ils rentrent ici. Souvent, on se demandait, ça coûte quelque chose de rentrer? C'est-tu un musée? Donc, on a le plus gros inventaire d'auto-miniatures au Canada. Donc, même si on n'est pas passionné de voitures, c'est quand même assez impressionnant à voir là, tous les modèles, toutes les histoires des voitures. On a aussi mis ça thématique. Fait que les gens, ça donne une idée. Ça retourne dans le temps, des garages rétro, des enseignes comme ça. Donc, c'est un peu ça notre histoire. On vend aussi en ligne. C'est notre site web. Donc, je vous dirais qu'on fait autant de ventes en ligne qu'en magasin. Donc, on envoie partout dans le monde. On a déjà envoyé en Chine, au Japon, Australie, le reste du Canada. On dessert beaucoup le reste du Canada aussi. Il y en a de moins en moins des boutiques comme nous, donc on a quand même un bon marché. Bonjour, Monsieur le maire. Bienvenue. Ça nous fait plaisir aujourd'hui d'être dans votre ville, Louisville. Et j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre ville, des principaux bâtiments qu'on y retrouve. Bien, Louisville, premièrement, a 351 ans cette année. On est la 4e plus belle ville au Québec. C'est merveilleux. Puis ici, nous sommes devant l'église. Bien, l'église, là, actuellement, elle est la 3e plus belle église au Canada. On s'entend bien. Église. Super. Fait que Louisville, voyez-vous, même si on est vieux, on est jeune. Puis c'est agréable, c'est beau. Puis c'est beau de voir tout ça. Vraiment, je me pense en 1950 aujourd'hui. C'est agréable.
Merci d'être venu, je suis bien content. Puis, comme je vous dis, Louisville, écoutez, c'est beau. Vous avez l'hôtel de ville qui est né en 1913. En 1913, les bureaux de poste, quand les bureaux de poste étaient installés, les gens bâtissaient des belles bâtisses avec cloches et des cadrans. Vous voyez là, les cadrans et cloches étaient merveilleux. Et GR, ça, c'est Georges V, le roi Georges V dans ce temps-là. Puis Louisville est bâti comme ça aujourd'hui. Vous avez un centre-ville qui est merveilleux. La bâtisse qu'on voit ici, c'est le bâtisse là, de Mme Dr. Latourelle. Donc, c'est dans les deuxièmes plus vieilles bâtisses à Louisville. Et ensuite, bien, comme on parle du chemin du Roi, qui était autrefois l'ancienne 2, chemin du Roi, l'ancienne 2, tantôt, je vous ai dit, quand j'étais jeune, j'ai 60 ans. Quand j'étais jeune, moi, les autos, le dimanche soir, étaient pare-choc à pare-choc. Donc, pour traverser, là, bien, il fallait les arrêter parce que les gens, des fois, étaient ici, les gens de Montréal-Québec, puis il n'y avait pas d'autoroute 40. Alors, pare-choc à pare-choc, les policiers venaient aider parce qu'on ne pouvait pas traverser. On ne pouvait pas traverser la grande rue, c'était trop plein de monde. Fait que j'ai vu que ça, je me souviens de ça. Et après ça, l'autoroute est arrivée, là, bien, c'est bien sûr que les gens ont délaissé le centre-ville, ont délaissé le chemin du Roi, peu à peu. Puis aujourd'hui, bien, je suis content parce que vous me faites revivre ça. Bien content, je vous dis à chacun et à chacune, merci d'être là. Monsieur Deshaies, on est dans l'église de Louisville. Bienvenue. C'est immense. Oui. Ça, tantôt, je vous disais, comme église, quand on dit que c'est la 4e plus grosse église au Canada, bien, regardez son architecture, c'est immense. Ça a pris environ 25 ans de bâtir. Ils ont commencé dans les années 1922, puis en 1957-58 à peu près, c'était pas mal terminé. Donc, les gens travaillaient ici là, des années de temps. Vous avez toutes sortes de marbre qui venaient de l'Italie, 3 ou 4 sortes de marbre. Et puis, en haut, ici, quand on regarde en haut, la peinture a été peinte par un frère qui venait de l'Italie, mais lui qui avait emmené sa nièce, qui avait 16 ans, Olga Stornak. Elle avait 16 ans, alors le padre lui dit « Veux-tu venir au Canada? Parce qu'il y avait eu l'ordre du diocèse en Italie de venir ici pour faire la peinture. Et alors, elle est venue à 16 ans. Elle a passé ici 3 étés. Elle retournait chez elle, elle revenait. Et puis, c'est ici, au loin, la dame qui tient l'arpe, bon, ben, son mon oncle, le peint. Ça, c'est elle, ça. C'est elle quand elle avait 18 ans. OK. Et tous les personnages qui sont ici, bien, c'est sûr, dans ce temps-là, ils ont pris des personnages un petit peu de Louisville. Malheureusement, les noms n'avaient pas été marqués, donc on ne sait pas. Super. Merci beaucoup de ce petit tour d'horizon. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, monsieur. Ça a commencé, j'avais même pas mon permis. J'ai acheté ma première voiture en 75. Puis je l'ai acheté, j'ai travaillé au Festival Western, à l'hôtel, je faisais le ménage de nuit. Puis j'ai dit, je vais me l'acheter, je vais la remonter. J'ai commencé, je ne l'ai jamais fini, parce que ça aurait coûté trop cher. J'ai tout le temps eu des voitures anciennes, du plus loin que je me souviens. Du premier, j'en ai tout le temps eu. J'ai acheté Chevrolet 41, après ça, un Dodge 41. J'avais un Nova 72, qui est un Nova SS qui n'était même pas antique, qui est devenu antique, parce que je l'ai eu pendant 20 ans de temps. Après ça, j'ai acheté un camion, un Chevrolet 55, j'ai eu un GMC 51. J'ai eu un Chevrolet 57 camion, j'ai eu un Packard 38, un Packard 37 qui est dans le garage. J'ai acheté celui-là. Je pense que j'ai tout. Non, j'ai eu un Cadillac aussi, 53. J'ai ce petit Ford-là, un petit Ford 31 Roadster, que ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir ça. Puis j'avais acheté le Cadillac entre-temps. J'ai décidé de le revendre. Puis j'ai acheté celui-là, il était à Toronto. Fait qu'on est monté, moi et mes chums.
On est monté là-bas, on a dit s'il fallait faire, on loue une remorque puis on le ramène. Fait que on est revenu avec. Ben, moi, j'aime ça rouler avec. Les expositions, j'haïs pas ça faire ça, mais c'est pas mon bag. Moi, j'aime rouler avec ça. Si je décide de partir avec, je pars avec. C'est Packer 37. Ça fait 12 ans que je travaille après. Puis j'ai sorti l'année passée parce que mes filles voulaient absolument faire le bal de finissant dans le Packer. Fait que je l'ai sorti l'année passée, t'as pas complètement terminé. Il manque la chaufferette, la radio, puis... Fait que là, cette année, ben, je l'ai mis en pénitence dans le coin. On va le réparer. Bonjour, M. Viano. On est aujourd'hui au magasin général Lebrun. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu l'historique du magasin. Oui. Bien, dans le fond, le magasin général Lebrun, c'est un magasin unique au Canada. C'est la seule place où il y a 3 magasins généraux historiques sur le même site, au même endroit. On a un magasin de 1803, on a un magasin de 1827, on a un magasin de 1915. À l'époque, ils ont même engagé jusqu'à 25 employés ici. Après ça, le magasin Lebrun, lui, il a fermé en 1974. À ce moment-là, tout ce qui était à vendre dans le magasin a été vendu aux enchères à l'encan. Puis les propriétaires avant moi, ils ont acheté 2 ans après la fermeture du magasin général. C'est pour ça qu'on a un magasin général qui est en si bon état ici. Là, il avait ramassé un musée qui avait environ 7 à 8 000 antiquités de magasin général d'époque. Avant nous, les gens devaient payer pour rentrer dans un magasin général, mais dans un musée. Aujourd'hui, c'est un peu un magasin général, qu'on peut acheter des choses. Puis dernièrement, bien, vous avez rajouté une section restaurant. Oui, exactement. Dans le fond, nous, au début, on voulait que les gens viennent ici tous les jours de l'année. On s'est dit, si on fait un musée, que les gens rentrent gratuitement, bien, c'est sûr que l'hiver, le monde sur le chemin, il y a moins de monde sur le chemin du Roi. Donc, on s'est dit, il faut augmenter l'offre de service. Fait qu'on a commencé avec une salle de spectacle pour de septembre à juin. Là, ça fonctionnait très bien pour la salle de spectacle. Puis là, nous, on demeurait ici. Mais là, on voulait faire visiter la partie de 1827. Fait qu'on s'est dit, si on quitte les lieux et on fait un café, bien, les gens vont visiter le magasin 1827, qui est un peu une allure maison, mais avec un plancher d'origine de 1827, un vieux poêle de 1926. Fait que quel bel environnement pour faire un café. Fait qu'on a décidé de faire le café chez Eugène et on va commencer à faire des déjeuners, des dîners, mais avec une approche un peu d'époque, là, en faisant un peu des soupes, des potages, mais avec des ingrédients anciens. Pas nécessairement des recettes tout le temps anciennes, mais avec des ingrédients qui se faisaient à l'époque. On vous remercie beaucoup, merci de nous accueillir. Puis, bon souper. Merci. Et c'est ainsi que se termine notre périple sur le chemin du Roi. Nous espérons que vous avez apprécié voyager avec nous et que vous aurez le goût de découvrir ou revisiter des attraits touristiques de notre belle région. Bonne balade!